je reprends. Donc, la création monétaire issue de l'acquisition de titres financiers publics par les banques. Donc là, pour pouvoir comprendre ça, on va devoir faire un petit détour par la compréhension d'abord de ce que c'est qu'un titre financier. Ce qui n'est pas d'une perte de temps puisque c'est des choses que vous voyez aussi dans les chapitres sur les marchés financiers dans la suite du cours. Donc là, on est un peu obligé de le voir pour comprendre. Donc, on va voir dans un premier temps ce que c'est qu'un titre financier, et qui plus est un titre financier public. On va ensuite décrire l'architecture d'ensemble d'un système bancaire. Et enfin, on montrera, parce que c'est ça le but de la manœuvre, par quel mécanisme l'acquisition d'un titre financier public par une banque, sous-entendu une banque commerciale, conduit à une création de monnaie scripturale. En avant. Donc qu'est-ce qu'un titre financier? On rassemble sous le terme titre financier, parfois abrégé par titre, hein, quand vous lisez des documents, on dit souvent titre, on ne précise pas toujours financier, mais c'est de ça dont on parle. On parle donc de deux types d'actifs financiers de nature différente. D'une part, les actions et d'autre part, les obligations. On ne parlera pas des obligations pour l'instant car on en parlera dans la suite du cours sur les marchés financiers. Donc on ne va pas s'embêter. On va... ah pardon, j'ai des bêtises. On va parler que des obligations, pardon. Les marchés actions, c'est pour plus tard. Donc on ne parlera que des obligations. Une obligation, qu'est-ce que c'est? Alors attention, il faut bien voilà, faire un effort hein, pour se représenter ce que c'est que ce truc qu'on appelle une obligation. Déjà, c'est un contrat. Il faut imaginer une liasse de papier avec tout un tas de termes juridiques un peu compliqués où il faut signer 15 fois. Voilà, c'est un contrat. D'accord? C'est un contrat. Et comme tout contrat, ça engage deux parties. Au moins, il y a toujours au moins deux parties dans un contrat. D'une part, on a un agent qu'on appelle l'emprunteur qui s'engage à verser une certaine somme dans le futur à un autre agent que l'on appellera qui est ce qu'on appelle le prêteur. Et en échange d'un paiement immédiat de la part de ce dernier d'une somme égale au prix de vente de l'obligation. Donc c'est l'acheteur de l'obligation qui va prêter de l'argent au vendeur de l'obligation et le prix de vente de l'obligation correspond alors au montant prêté. Bon, comme je ne suis pas sûr que vous ayez compris, je vais essayer de reformuler. Une obligation, en fait, c'est un contrat qui a un certain prix. Mais en soi, acheter une liasse de billets, une liasse de papier avec marqué des termes juridiques, bon, ça n'a pas d'intérêt. En fait, il faut comprendre que quand quelqu'un achète une obligation, en vrai, ce qu'il fait, c'est qu'il prête de l'argent au vendeur de l'obligation. Parce que quand vous achetez, forcément, il y a un paiement. Donc en fait, le paiement équivaut dans notre histoire à un prêt. D'accord? Donc il y a un agent qui est donc le vendeur de l'obligation qui en fait cherche à emprunter. Et celui qui va acheter l'obligation, eh bien, lui, il va prêter de l'argent à celui qui vend l'obligation. Et en fait, euh, quand on achète l'obligation, il y a tout un tas d'informations, et notamment, on s'engage à rendre l'argent plus tard. Quand j'achète, si moi par exemple j'achète une obligation, la personne à qui je l'achète va tout d'un coup se retrouver avec une grosse somme d'argent qui représente le prix de l'obligation. Mais dans le contrat d'obligation, la personne va devoir me rendre mon argent dans le futur. Alors ce sera plus ou moins selon un certain nombre de paramètres qu'on va voir en détail juste après. Mais acheter là, quand on achète un objet, d'habitude, c'est définitif quoi. On l'achète et puis c'est tout. Là, dans le cadre d'une obligation, quand on achète une obligation, on s'engage on s'engage forcément à ce que de l'argent retourne dans le sens inverse plus tard. Ok? Alors bon, j'espère que vous saisissez un petit peu, mais voilà. Que qui dit achat d'obligation dit en fait prêt d'argent d'un agent vers un autre. Alors quels sont pour essayer de comprendre un peu de quoi on parle, voyons de quoi est composée une obligation ou un contrat obligataire. Alors j'ai cherché un moyen de dire les choses simplement. Un contrat obligataire est composé de trois choses,
trois éléments qui sont définis avec précision. D'abord, il y a ce qu'on appelle le nominal. Et pour ne rien arranger en économie, chaque terme a toujours trois synonymes, c'est très agaçant. Donc, le nominal, on l'appelle aussi le principal, ou alors la valeur faciale. Ces trois termes sont strictement synonymes. Ok. Alors qu'est-ce que c'est que le nominal ou le principal? D'ailleurs, le terme de principal, d'ailleurs, je crois que je l'ai déjà employé plus tôt quand j'ai décrit un crédit bancaire. Enfin, pardon, oui, un crédit. C'est quoi un crédit? Voilà, la somme prêtée, on appelle ça le principal. Donc là, avec une obligation, bah, c'est le même terme. Alors il s'agit en tout cas de la somme empruntée par l'agent qui a vendu l'obligation. D'accord? Donc vous vendez l'obligation à un certain prix. Le prix de vente de votre obligation, c'est le nominal. Et donc l'argent que vous allez récupérer en vendant votre obligation, ce nominal, c'est en fait l'argent que vous avez emprunté. Hmm. Au passage, on dit que l'agent émet une obligation. D'accord? Il émet une obligation, un peu comme si, voilà, il faisait des... alors, je cherche des métaphores, un peu comme si, voilà, il faisait des signaux de fumée hein, pour dire bonjour, je vais emprunter de l'argent. Bon, voilà, il émet une obligation, hein, il dit voilà, qui c'est qui veut me prêter de l'argent en achetant mon obligation? Bon, donc on parle d'émission obligataire. Voilà. Donc la valeur du nominal correspond donc au prix de vente de l'obligation payé par l'acheteur. Ici, l'acheteur est à la fois le prêteur. Vous avez bien compris, hein, quand on achète en payant l'argent, finalement, c'est un prêt qu'on fait au vendeur qui, donc, de son côté, est à la fois l'emprunteur. Ok. Il faudrait que je fasse un schéma avec deux bonhommes, l'un qui est le prêteur et à la fois l'acheteur. Bon, une autre fois. Vous pouvez le faire vous. Donc le nominal correspond également, et logiquement, à la somme qui sera versée dans le futur par l'emprunteur à titre de remboursement. Ok. Dans la définition que j'ai donnée ici d'une obligation, j'ai précisé que la personne qui achète le contrat s'engage à verser un certain montant dans le futur. En fait, ce montant, la plupart du temps, il représente le prix de l'obligation, parce que c'est la somme qu'on va rembourser à celui qui nous a acheté notre obligation. Donc c'est une somme qui sera versée dans le futur et en une seule fois. Ça c'est très important de le comprendre. On rembourse en une seule fois quand on a une obligation. Contrairement à un crédit bancaire pour une entreprise ou un ménage, où c'est un remboursement échelonné mensuellement, là on rembourse tout d'un coup. Alors deuxième élément qui fait partie d'une obligation, l'échéance. Bon ça c'est plus facile à comprendre, hein. C'est la durée au bout de laquelle l'emprunteur va devoir rendre l'argent en une seule fois. D'accord? Donc comment dire, durée à laquelle le détenteur de l'obligation, celui qui l'a acheté, va être remboursé du montant du nominal par l'emprunteur. Ok. Donc vous avez acheté l'obligation, vous l'avez payé, et on a décidé dans l'obligation que par exemple, dans 2 ans, précisément, à une date précise, la personne qui vous a vendu l'obligation devra vous reverser le montant du nominal en une seule fois. Troisième élément, le coupon. Il s'agit des intérêts, donc c'est les pourcentages du nominal, hein, comme pour un crédit bancaire. Hein. C'est le pourcentage euh, perçu par le détenteur de l'obligation. Celui-ci va donc recevoir périodiquement, en général tous les ans, un pourcentage du nominal. Parfois, les intérêts sont versés en une seule fois, en même temps que le remboursement du nominal à l'échéance, c'est-à-dire à la fin de la durée de vie de l'obligation. Ok. Donc ça, c'est vraiment pareil, hein. Allez-y doucement, mettez bien les idées en place. Le coupon, c'est un petit bout du nominal qu'on perçoit en plus tous les ans durant la durée de vie de l'obligation. Si votre obligation elle est remboursable en 5 ans, vous allez recevoir 5 coupons. La première année, vous recevrez, alors, si le coupon représente, je sais pas moi, 10%, vous recevrez 10% du nominal en plus, hein, la première année, 10% du nominal en plus la deuxième année, puis la troisième, puis la quatrième, et la cinquième année, vous recevez encore une fois 10%, plus le remboursement du nominal d'un coup par le vendeur de l'obligation. Ok. Donc c'est tout l'intérêt d'acheter des obligations, c'est que ça rapporte plus que ce que ça vous coûte. D'accord? C'est que vous prêtez de l'argent et le but c'est d'en gagner, c'est d'en avoir plus à la fin qu'au début. Donc c'est le taux d'intérêt de l'obligation qui va déterminer combien ça rapporte en plus de prêter, ou dit autrement, d'acheter une obligation.
Alors j'ai mis un exemple ici. Une entreprise à la recherche de financement, pour l'achat de nouvelles machines par exemple, peut émettre une obligation d'un montant de 10 000 euros. 10 000 euros, c'est donc le nominal de l'obligation. Remboursable au bout de 10 ans. Les 10 ans, c'est donc l'échéance, c'est la durée de vie. On parle également de maturité de l'obligation. Et rapportant un coupon annuel de 200 euros, c'est-à-dire 2% du nominal. Alors, j'ai pas voulu surcharger les éléments, hein. On parle aussi de taux de coupon. Donc, le coupon, c'est le montant en euros qu'on perçoit tous les ans, qui dépend du pourcentage qui a été défini dans le contrat d'obligation. Et donc, ce pourcentage, c'est le taux de coupon. Un taux, c'est 1%. C'est le taux de coupon. OK? Donc voilà comment est-ce qu'on décrit une obligation. Et alors, qu'est-ce que c'est qu'une obligation publique ou un titre financier public? C'est une obligation qui est émise par l'État afin de permettre à celui-ci de trouver des capitaux, c'est-à-dire, voilà, pour simplifier, c'est pas très correct, de l'argent, hein, quand il fait face à un déficit. Par exemple, lorsqu'il lui manque des sous, hein, pour payer ses fonctionnaires, ses professeurs, ses personnels soignants, les policiers, pour acheter du matériel, tout ce que vous voulez. Parfois, l'État, d'une année sur l'autre, il lui manque des sous. Alors, comme il a besoin de sous, il va en emprunter. Mais il va pas faire un crédit comme on fait nous à la banque. Il va émettre des obligations d'État et ceux qui les lui achèteront lui prêteront le montant du prix, enfin, lui prêteront le montant du nominal, du coup, qui est le prix de vente de l'obligation d'État. Ça va, vous saisissez? Donc la gestion des déficits de l'État est assurée par ce qu'on appelle l'agence France Trésor, également appelée Trésor public. On, dit- on dira le plus souvent le Trésor public, mais voilà, maintenant on dit Agence France Trésor. D'ailleurs, j'imagine que c'est un A majuscule. Agence France Trésor. Donc c'est une sorte de caissier, hein, de l'État. Voilà, c'est la banque en fait de l'État. L'État, il a une sorte de banquier qui s'occupe de faire les virements et tout ça, de gérer les sous. Et ben, ça s'appelle l'agence France Trésor. Voilà, pour simplifier. Euh, et l'agence France Trésor, ou le Trésor public, va s'occuper d'émettre des obligations quand l'État est en déficit. Et il va aussi s'occuper de rembourser ses obligations quand celles-ci arrivent à l'échéance. Donc l'État, une fois qu'il a emprunté, bah, au bout de 10 ans, par exemple, c'est une obligation à 10 ans, bah, il faut que l'État y rembourse. Donc c'est aussi encore une fois le Trésor public qui va faire ce travail-là de rembourser les sous quand c'est le bon moment. Et qui d'ailleurs parfois, si l'État, comme l'État est constamment endetté, parfois le Trésor public va émettre de nouvelles obligations afin d'obtenir des sous pour rembourser les obligations qui arrivent à l'échéance. On appelle ça roller sa dette. On roule sa dette, ça veut dire que comment dire, on rembourse un créancier avec des sous qu'on vient d'obtenir en faisant un crédit à quelqu'un, en empruntant des sous à quelqu'un d'autre. Ce qui pour quelqu'un de normal n'est pas très bon signe, hein, ceci dit. Mais l'État, lui, il peut faire ça, il peut rouler sa dette régulièrement. Ça n'inquiète pas grand monde, parce que l'État, on y reviendra, l'État peut toujours rembourser parce qu'en gros, il a une durée de vie infinie. Voilà. Et il ne peut pas faire faillite. Ok. Donc, oui, donc, quand il faut rembourser le nominal. Donc ça, maintenant, vous savez ce que c'est qu'un titre financier public. Et d'ailleurs, au passage, vous savez aussi ce que c'est qu'un titre financier tout court. D'accord? Quand on parlera des marchés financiers, on parlera des actions et des obligations, bah, ce sera toujours ça. Ce sera toujours ça, une obligation. Alors maintenant, il va nous falloir décrire l'architecture du système bancaire, mais bon, on simplifie un petit peu. Et puis en plus, je crois que je le réexplique plus tard dans le cours, il y a une espèce de redite parce que voilà, j'ai mal présenté les choses, j'ai voulu le refaire. Donc je vais aller assez vite là-dessus, sachant que je risque de le redire plus tard. J'espère que vous me pardonnerez, que je me répète un petit peu. Bon, allez, on reprend dans un instant.